Nous sommes dans la rubrique l'analyse et puis le premier sujet qui nous intéresse, c'est bien sûr la désignation des candidatures pour la présidentielle. Éric Ndoundete, le choix de Yahi, nous informe l'enquêteur et bien d'autres quotidiens pour la parution du jour. Bonjour à vous, Mac Goudjanou. Oui, bonjour mon très cher ami, bonjour Henri. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Salut à tous les internautes, à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de la 102.3. Mac Goudjanou, j'espère que vous portez bien ce matin. Oui, super bien, cher Atu. Parfait. Henri Yambodé, bonjour. Atu, bonjour et bonjour Mac, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les amis qui sont connectés sur Radio Diaspora et qui nous suivent ce matin. Et la petite famille, Henri Yambodé, ça va, on remercie Dieu. Et le boulot de l'autre côté de votre radio? Écoutez, chaque jour, on essaie donc de tutoyer le quotidien de nos auditeurs et on fait l'essentiel pour les satisfaire. D'accord. Henri Yambodé, le premier sujet, c'est bien sûr, nous allons nous intéresser à Éric Ndoundete et Yahi Boni, désignation des candidatures pour la présidentielle. Nous informe l'enquêteur Éric Ndoundete, le choix de Yahi Boni. Selon vous, est-ce que ce choix est idéal? Mais non, et d'abord, il faut dire que depuis quelques jours, le parti Les Démocrates est confronté à une difficulté, celle donc de positionner un duo qui puisse faire le travail, qui puisse donc affronter la candidature, donc le duo de la mouvance. On l'avait dit l'autre fois ici que si le président Patrice Talon avait donné l'ordre aux deux formations politiques d'aller s'entendre pour faire sortir un duo, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont bien évidemment établis. Pour faire sortir ce duo-là. Mais en face, il faut pas oublier une formation politique comme les démocrates qui ont fait fureur lors des élections de 2023. Et qui, on a vu les statistiques. Les statistiques, donc c'est leur première participation aux élections. Donc il faut considérer un certain nombre de paramètres qui puissent permettre à leur duo donc de parti les démocrates, bien sûr, d'affronter, parce que c'est ça également le champ politique. Sur le champ politique, il faut donc considérer également d'autres paramètres. Et la question que vous me posez ce matin, de savoir si Éric Ndoundete est le choix idéal. Est-ce que Éric Ndoundete pèse dans cette balance-là? Est-ce qu'il pourra quand même les aider à atteindre cet objectif? Alors, voilà, Éric Ndoundete, pour ce que je sais, pour l'homme qu'il est, l'homme politique qu'il a été, avant l'avènement de la rupture, on l'a connu comme étant un farouche opposant à Boni Yahi. À l'avènement de la rupture, il a été annoncé qu'il avait donc des acquaintances avec l'homme politique, avec le président Patrice Talon, avant qu'il ne s'éloigne, bien évidemment, et il se retrouve au sein donc de la formation politique, les démocrates. Et la première question que tout homme, tout spécialiste bien en analyse politique va se demander est-ce que vraiment la confiance est rétablie maintenant entre Boni Yahi et Éric Ndoundete pour que Éric Ndoundete soit le choix idéal de Boni Yahi. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'ombre de Boni Yahi plane toujours sur les démocrates. Il n'y a pas cette décision-là. Il faut quand même le reconnaître. Voilà. Et vous rappelez que c'est Éric Ndoundete qui était le président de cette formation politique. Et bien évidemment, après donc, le congrès, au sein de leur congrès, c'est Boni Yahi qui a pris la tête. Il a été dit tout simplement parce que Boni Yahi n'a pas totalement confiance à Éric Ndoundete. Donc il a repris donc, cette formation politique pour ne pas subir également ce qui s'est passé avec la FCB. Eh bien, est-ce que, d'abord, au sein de la formation politique, est-ce que Éric Ndoundete a les marges de manœuvre pour concilier, pour rallier toutes, je dirais, toutes les voix, ou bien tous les courants politiques au sein de cette formation politique? Parce que c'est pas l'oublier. Il ne faut pas oublier. Ceux qui sont dans les démocrates sont également ceux qui proviennent donc des autres formations politiques et qui également ont envie de faire le chemin également de faire l'expérience. Et quand on me demande est-ce que Éric Ndoundete est le choix idéal, je me demande, bon, l'OND à Tchadi, à quel niveau? Nous, NDS Saka Saleh, oui, à quel niveau? Récemment. Voilà. Et il y a également les jumeaux
Mawa Sangari, comme on l'appelle. Oui, tout à fait. Qui également nourrissent l'envie d'être positionnés. Oui, il y a également d'autres voix, oui, qui sont là et qui souhaitent d'être positionnés. Mais quand on prend tout ce beau monde-là dans la balance, Éric Ngoundété pèse devant ces gens-là parce que tout simplement, il a un parcours politique, l'expérience politique qu'on connaît. Il y a une base politique qu'on connaît. Mais à côté de ça, est-ce que véritablement il a cette confiance? Parce que quand on vous positionne en tant que candidat, c'est forcément que vous aurez besoin de l'onction Tout à fait. Quand on parle de démocrates, ils ont option de Boni Yayi pour l'accompagnement. Vous savez ce qui s'est passé. Il était là. Pourtant, Boni Yayi avait préféré comment on l'appelle, Rekiat Madougou. Et nous avons vu la suite. Donc, est-ce que vraiment la confiance est rétablie ou bien c'est juste pour d'abord annoncer les couleurs et après changer parce qu'il est annoncé également que le Parti démocrate continue toujours de chercher donc un candidat qui puisse faire le jeu devant, bien évidemment, la mouvance présidentielle. Parce qu'en face, il faut quand même le reconnaître, ce n'est pas petit en face. C'est pas petit en face, oui. Et là, il faut le dire. Talon il a annoncé qu'il sera de plein dans la politique, donc dans la désignation de duo, il sera plein dedans. Oui, c'est vrai, il a dit allez vous entendre, mais entendre sur quoi? C'est quel critère? Il est le seul maître à bord qui puisse désigner également, qui puisse approuver le choix de duo, parce que tout le temps, il arrive à le dire, je veux que ça continue, la dynamique continue. La dynamique oui, pour que la dynamique poursuive, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire le travail. Et donc, en face, il y a également la famille présidentielle qui va peser dans la balance, du choix donc, du duo des démocrates. Allez, Magoudjano, oui. Vos appréciations? Éric Ngoundété, le choix de Yayi, je ne sais pas si le journal est rentré dans les confidences de Boni Yayi pour pouvoir déterminer si éventuellement Éric Ngoundété est vraiment son choix. Parce que c'est là où se trouve un peu l'ambiguïté de la déclaration, de l'affirmation. Vous le savez très bien, c'est là que les rumeurs commencent par là. Et, les informations commencent surtout par les rumeurs déjà. Oui, mais bon, moi je vais juste faire une petite analyse de la situation. Parce que je ne veux pas déjà prendre cette affirmation du journal comme une parole d'évangile, comme une parole d'évangile. Et donc, je ne pense pas que, connaissant Boni Yayi, je ne pense pas qu'il puisse décider de faire un choix sur Éric Ngoundété. Si c'était le cas, si c'était le cas. Non, ça ne doit pas être le cas et ça ne peut pas être le cas. Non, on suppose. Non, je ne veux pas rester dans une supposition. Je ne veux pas rester dans une supposition. Je veux rester dans une logique assez claire. Parce que lorsque vous voyez les enjeux de 2026, d'abord, il y a ce parti-là, les démocrates, qui essaie d'imprimer sa marque au sein de la classe politique et au sein de la population également, à travers diverses sorties, à travers des récupérations d'événements qui surviennent au niveau du pouvoir. Et donc, dans ce climat-là, il était question de pouvoir aussi essayer de trouver un choix judicieux par rapport au duo présidentiel de 2026. Tout à fait. Et donc, tout le monde était incertain sur la question, puisque même à plusieurs reprises dans nos débats ici, on s'est demandé, on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi cette lenteur, d'accord, des différentes formations politiques à pouvoir déjà nous présenter leur duo de candidats. Et donc, il y avait déjà cette question, cette interrogation où il y avait la méfiance. Est-ce que ce n'était pas la méfiance? Est-ce que ce n'était pas le fait de ne pas pouvoir vite dévoiler son candidat afin de pouvoir fragiliser sa position? Est-ce qu'en déclarant vite ce candidat-là, ou bien ce duo de candidats, est-ce que ça ne va pas donner suite à des contraintes liées de fragilisation liées peut-être aux tests, liées aux lois, liées au quitus fiscal, liées en tout cas à tout ce que vous savez comme procédure électorale. Et donc, il serait difficile déjà au niveau de l'opinion, qui avait déjà soif, qui avait déjà ce besoin-là de
à ce que les partis politiques puissent leur dire, leur montrer déjà quel est ce choix de duo de candidature. Mais après ça, il y a une véritable question qui s'est soulevée, c'est la question de la transparence au niveau des partis politiques où il va falloir aller, par exemple, aux élections, aux primaires, par exemple, le choix du duo présidentiel. Parce que c'est en cela que va se déterminer en réalité le jeu démocratique. Tant prôné aujourd'hui par les démocrates qui voient également dans le système IAI, dans le système Talon, un système pas totalement démocratique. Alors lorsque vous passez tout votre temps à critiquer les autres, lorsque vous passez votre temps à remettre en cause un certain nombre d'acquis, liés par exemple à la liberté des uns et des autres, par exemple aux poursuites judiciaires qui n'ont pas forcément de raison valable. Et dans ce cas-là, il faut que vous-même déjà au sein de votre parti, les démocrates, qui est un parti d'opposition, à montrer le bon exemple. Oui. Le bon exemple, ça revient à quoi? À pouvoir à mettre en tout cas des stratégies, pas seulement des stratégies, mais à pouvoir rendre le jeu démocratique dans le choix du duo présidentiel. Et donc, dans ce jeu démocratique, c'est qu'il faut forcément aller aux primaires. Et c'est ce qui est demandé à tous les partis, que ce soit de l'opposition que de la mouvance, c'est qu'il faut qu'on aille à des primaires. Et vous savez, j'ai vu récemment la sortie de ceux qui veulent, de ceux qui aspirent, par exemple, d'accord, à ce duo présidentiel-là, Noureddine Saka Saleh, qui est sorti, qui a eu un entretien d'abord avec donc la Babalo, si je ne me trompe, sur Eden TV, et donc il a déjà manifesté son désir de pouvoir quand même participer, aux élections présidentielles, et qu'il a le nécessaire, il a les stratégies, il a tout ce qu'il faut quand même. Et ce qui est intéressant dans tout ce qu'il est allé dire, c'est que il a demandé, même déjà au sein de sa formation politique, les démocrates, qu'il veut quand même qu'il y ait des débats d'idées. Tout à fait. D'accord. Et donc si aujourd'hui, je ne peux pas refuser au président Boni Yayi d'avoir un penchant pour l'un des candidats, comme peut-être en la personne d'Éric Ngoundété. Mais si tant, par exemple, qu'Éric Ngoundété est son choix, Éric Ngoundété n'est pas le seul leader au sein du parti Les Démocrates. Il y a également d'autres leaders qui ont ce rêve-là, qui ont cette envie-là, par exemple, de faire partie du duo présidentiel. Alors, dans ce cas-là, rendons alors le jeu un peu plus démocratique. Il faut déjà que ceux-là, par exemple, tel que l'a demandé Noureddine Saka Saleh, aillent mener des débats d'idées avec lui, liés par exemple au problème au sein du parti, liés par exemple à la politique du parti, afin de pouvoir essayer de conquérir, par exemple, l'électorat en 2026. Et donc c'est à partir de cela qu'on pourra déterminer en réalité le vrai candidat qui aspire, ou bien celui qui mérite réellement de faire partie de ce duo présidentiel-là, parce qu'on est en train de regretter, ou bien de reprocher également à tous ces leaders, je dirais, à tous ces chefs, ou bien je dirais à tous ces rois des partis politiques au Bénin, je dirais des rois, parce que c'est eux qui ont toujours donné l'orientation nécessaire à ces partis-là. Lorsque vous prenez les grands partis de la mouvance présidentielle, celui qui donne normalement en réalité le dernier signal ou le dernier mot, ou qui a son veto par rapport aux vraies décisions qui sont liées à ces partis, c'est le président Patrice Talon. Et lorsque vous revenez vers les démocrates, vous remarquez déjà que celui qui essaie d'imprimer la ligne ou la directive à suivre, c'est Boni Yayi. Et on a déjà commencé par refuser qu'on ne veut plus, d'accord, de ces partis-là qui soient alimentés uniquement, ou bien dont les directives ne seront données seulement que par une tierce personne, alors qu'aujourd'hui, on veut aspirer beaucoup plus à un système partisan, d'accord, au changement à partir d'un système partisan qui est une réforme qui est déjà venue. Et il faut commencer par rendre également ce système-là démocratique, en permettant déjà aux leaders qui sont au sein de ces partis-là de se réunir pour pouvoir dégager en réalité un duo pour les élections de 2026. Et donc, on ne voudrait pas du tout que le choix du candidat, de l'un des candidats du duo présidentiel, soit désigné par l'un des ténors des partis, par exemple, lorsqu'on parle de Boni Yayi, par exemple, ou Éric Ngoundété, ça peut frustrer également les autres. Parce qu'ils sont tous au sein du parti et participent à la vie du parti. Vous prenez le chargé de communication, un jeune comme Guy Niklop, est-ce qu'il vous a dit qu'il n'ambitionne pas ne pas faire partie du duo présidentiel? Noureddine Saka Saleh l'a dit, lui l'ambitionne. Achade, est-ce qu'il ne l'ambitionne pas? Il y a également beaucoup d'autres noms. Il y a même le fils du président
Tchabi Yahi. Yahi, par exemple, d'accord. Est-ce que lui-même n'ambitionne pas, peut-être pas à la voix, et donc je ne vais pas faire foi à ce qu'a publié le journal L'Enquêteur. Et je dis toujours que si les partis veulent qu'on puisse leur accorder un grain de confiance, d'accord, c'est qu'ils commencent déjà par rendre le choix du duo présidentiel assez démocratique. Et ce qui va passer par les primaires. Et les primaires, c'est idée contre idée, programme contre programme, d'accord, argument contre argument, pour qu'on puisse quand même voir la valeur que chaque homme incarne. Puisque déjà, on est en train de critiquer le fait que l'on puisse nous amener des candidats sortis de nulle part, des candidats indépendants. Et à la dernière minute, on dit, on a vu le scénario qui s'est passé en 2016. Et donc, on a vu parfois, on n'a pas besoin d'aller choisir des candidats qui viennent de nulle part pour vouloir imposer ce choix au parti. Ça a montré ses limites et ça a montré les insuffisances qu'il y a. Et donc, lorsqu'on va décider de pouvoir demander à ces grands ténors de ces partis-là, de pouvoir avoir un choix particulier par rapport à ce duo présidentiel, en ne rendant pas le jeu démocratique, pour qu'au sein même des partis-là, ce jeu démocratique puisse se jouer, pour qu'on puisse participer aux primaires, afin d'élire ou afin de choisir le duo présidentiel. Donc, vous invitez Yahi Koni à ne pas commettre la plus grande erreur. Exactement, la plus grande erreur en disant qu'il fait le choix d'un des leaders de son parti politique, les démocrates. Ce serait très grave, ce serait une erreur à l'heure actuelle où on est, parce que ces critiques ont commencé depuis fort longtemps et il ne faudrait pas qu'on assiste à cela. Il faut décourager cela en tant qu'éveilleur de conscience et en tant qu'analyste. Il faut décourager cela pour pouvoir encourager également ceux-là qui ont cette ambition et qui sont au sein de ces partis-là et qui veulent également participer, faire l'expérience. Allons aux primaires et voyons celui qui mérite mieux de faire partie du duo présidentiel et que ce duo présidentiel ne soit pas imposé par les grands détenteurs de ces partis-là. Henri Yamodé, vous avez... Oui, je pousse bien évidemment l'argument de Mac qui indique bien évidemment que les primaires sont capitales. Parce que tout simplement, ça va permettre bien évidemment aux partis d'ouvrir le jeu et de permettre aux partis politiques de choisir le meilleur. Mais ici, au sein de formation politique, les démocrates, il faut dire que même si on regarde les primaires, il y a deux conditions. Il y a deux conditions qui puissent permettre aux gens, donc, finalement, d'être désignés. Il n'y a que, comme on l'a fait pour les élections passées, pour les législatives, qui est capable donc de financer, bien évidemment, la campagne. Et dès qu'on pose cette question, il n'y a que parmi ceux qui aspirent à être candidats pour les primaires, il y a beaucoup qui vont se désister. Et deux, il y a l'autre question qu'on a posée également lors des élections passées, avant donc pour les élections présidentielles passées, qui a un carré d'adresse bien fourni. Et dès qu'on pose cette question, dans le lot de ceux qu'on a cités comme leaders, il y a quand même des critères qu'il faut essayer de... Mais ici, n'oublions pas que, au-delà de ces critères-là, il y a l'onction, il y a l'ombre de Boni Yahi qui plane toujours. Parce que oui, Mac l'a fait. De l'autre côté, on voit forcément Patrice Talon. Mais ici, il n'y a pas ce jeu-là où vous allez faire, où Boni Yahi n'est pas au cœur à dire. Le parti n'est pas aussi ouvert que ça. D'accord? Oui, les réactions, oui, d'accord, c'est pour animer la vie politique. Mais pour les grandes décisions du parti, de la formation, il faut quand même Boni Yahi. Mais il y a également un autre cas qu'il ne faut pas oublier. Vous savez que, dernièrement, je crois que c'est en novembre, ils ont organisé, ils ont initié un cadre de concertation de l'opposition. Et dans ce cadre, il y a NFN, il y a MPL, il y a le référent de Daniel Leda. Daniel Leda qui a bien évidemment annoncé sa candidature. D'accord. Il y a également les démocrates donc, au sein de ce cadre-là. Si Daniel Leda a annoncé sa candidature, il est donc dans ce cadre-là, vous voyez un peu ce que ça cause comme déjà difficulté pour l'opposition de s'entendre sur un minimum pour aller en rang. Aux élections. L'autre chose, c'est que on a appris, par exemple, que oui, et Kemi Seba également l'avait annoncé qu'il souhaiterait donc être candidat pour les démocrates. Et on a appris également qu'il y a quelques concertations, même en Afrique du Sud, avec Kemi Seba pour quand même
aplanir les divergences. Qualifier ça de distraction, mais non, en politique, il y a même le plus petit message doit être considéré parce que ça peut être peut-être un essai envoyé donc juste une boule qu'on lance. Justement pour voir la réaction des uns et des autres. Mais finalement, ça peut être... Ça peut s'avérer vrai. Donc pour moi, il y a que, oui, il faut aller au primaire, mais il y a également ces critères qu'il faut respecter. Oui. Parfait. Mac Goudianou, nous allons parler de l'affaire Akponan, cette affaire qui prend justement une autre tournure. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'en mêle. Et le matinal nous informe, ainsi que plusieurs autres quotidiens. Oui, je pense que dans cette affaire... Là, ça devient très sérieux. À travers, c'était sérieux depuis. Ah bon, ah bon. Cette affaire, c'était sérieux depuis. Ah bon. Oui. Parce que après tout ce qu'il y a eu comme remous après la déclaration d'Akponan, on attendait également la sortie du gouvernement et après son limogeage, on a vu la sortie du porte-parole du gouvernement. Et également, on a compris la position du chef de l'État par rapport à cette déclaration, par rapport au dossier. Et donc, ça faisait même partie des raisons pour lesquelles on a déchargé Akponan. Pour qu'il puisse aller, puisqu'il détient peut-être des informations. Pour qu'il aille se justifier. Puisqu'il peut-être il a des informations, peut-être que le chef de l'État n'a pas, que les ministres n'ont pas, le ministre de la Justice n'a pas également. Et donc, qu'on le laisse en tant qu'individu, qu'il puisse aller alors au niveau de la justice, dire ou donner, fournir les informations qu'il avait, les preuves qu'il avait, d'accord, des preuves qui soutiennent ou bien qui sous-tendent en réalité tout ce qu'il a eu, à dire. Et donc, on a vu déjà que même la personne qu'il a essayé d'apostropher entre griffes à travers cette déclaration a déjà déposé une plainte contre lui. Tout à fait. D'accord. Et les plaintes surgissent de gauche à droite. Et donc, à part cette plainte-là, il fallait également que la justice s'autosaisisse de ce dossier pour pouvoir comprendre en réalité dans quel ordre d'idée ou en tant que... Parce qu'il a été, même s'il a été le plus court ministre de ce gouvernement, d'accord, même s'il a été le plus court ministre, c'est que le ministre qui a fait le plus court délai ou le plus court mandat. Donc, on peut déjà essayer de se demander s'il a pu travailler au sein du ministère. Il a pu avoir un certain nombre d'informations. Et lui, en tant qu'auditeur ou en tant que comptable, en tant que financier, s'il arrive à donner ces genres d'informations, c'est peut-être parce qu'il est sûr des informations qu'il a. Et donc, qu'il aille mettre à disposition de la justice, d'accord, toutes ces informations qu'il a, afin qu'on puisse, si c'est possible, auditer, d'accord, le ministère pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a comme problème. D'accord. Et donc, ce n'est pas un événement en tant que tel que, vous savez, depuis l'installation de ce Haut Commissariat à la prévention de la corruption, au moins pour une fois, on les voit sur le terrain. Ils se sont prononcés sur cette affaire. Ils veulent déjà s'autosaisir de ce dossier. Et donc, ça donne de la matière à Jacques Migan pour pouvoir quand même aller travailler, aller en tout cas prouver son salaire. Exactement prouver ce pourquoi l'argent du contribuable est mis à contribution. Et donc ce n'est pas un événement pour moi qu'ils aillent au fond du dossier, essayer d'aller comprendre quelles sont les réelles motivations qui sous-tendent en réalité les déclarations de Paulin Akponan. Mais pour ceux qui pensent que le gouvernement d'ici à là va faire taire le dossier, si aujourd'hui le Haut Commissariat s'en mêle, est-ce que vous êtes toujours d'avis que d'ici à là, d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, le gouvernement d'une manière ou d'une autre va faire taire le dossier parce que le dossier ne l'arrange pas peut-être? Oui, bon, de toute façon, les supputations liées à ce dossier vont très bon. Vont bon train plutôt. Oui, et donc, bon train, oui. Je ne veux pas me targuer sur les on-dit ou les rumeurs de part et d'autre. Sinon, c'est qu'il y aurait encore quelques inquiétudes liées à ce dossier-là, parce qu'il semblerait que beaucoup étaient déjà informés avant qu'Akponan, Paulin Akponan n'aille faire sa déclaration. Et donc, si tu en es ainsi, déjà que le Haut Commissariat s'en saisit aujourd'hui, on va essayer de suivre, d'accord, avec eux pour voir quelle sera l'aboutissement la suite de ce dossier-là. Si est-ce que
ce n'est pas une récupération pour pouvoir, au bout de quelques jours, ne pas nous donner en réalité les résultats de leurs enquêtes, mais qu'ils aillent au bout pour qu'on puisse nous donner d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques résultats quand même qui prouvent leur bonne volonté et qui prouvent réellement que l'État, puisque les gens sont en train de soutenir le fait que si Paulin Akpona a pu parler de ce dossier-là, ça veut dire qu'il y a mal donné, non seulement au niveau du ministère qu'il a dénoncé, mais au niveau de tous les ministères qui sont au sein du gouvernement. Et donc, quand il y a mal donné de ce fait, il faudrait clarifier les choses. Parce que beaucoup déjà sous-tendent l'idée que ça veut dire qu'il y a mauvaise gestion au niveau des ministères. Il semblerait qu'il y a mauvaise gestion au niveau des ministères, mais que le pouvoir en place essaie de camoufler. Et donc, Paulin Akpona a été le fer de lance, c'est lui qui a décidé de faire sortir tout cela. Alors, il aime la justice. Il va quand même aller vérifier, aller approfondir le dossier pour voir réellement si ce qu'il dit est fondé ou bien il y a encore quelques détails. Même si c'est le cas aujourd'hui, moi je sens que ce serait un peu compliqué. Un peu compliqué pour nous de comprendre en réalité quelle est la vérité par rapport à cette histoire, la réelle vérité là. Parce que tant que c'est des auditeurs qui sont internes, qui sont dans le même système, je pense que les résultats qu'on aura ne seront pas des résultats qui vont conforter, l'opinion les Béninois, l'opinion publique. Henri Yamodé, oui, le Haut Commissariat s'en mêle. Oui, comme l'a dit Marc, l'affaire a pris une tournure depuis fort longtemps. Et donc, le Haut Commissaire Jacques Migan, qui aujourd'hui décide de voir clair dans cette affaire, il vient jouer son rôle, d'accord, et jouer son rôle pour prouver bien évidemment qu'il est présent sur tous les fronts. Mais il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. Je me demande, est-ce que le haut commissaire aura les coups de franche pour aller au bout de son investigation? Est-ce qu'il aura les coups de franche pour, bien évidemment, arriver à prouver si entre-temps il y avait corruption, à déverser sur la place publique qu'il y a vraiment, effectivement corruption. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il a été nommé par le président Patrice Talon. Et Patrice Talon, dont on parle, n'a jamais approuvé, chef du gouvernement n'a jamais approuvé qu'il y ait un détournement, qu'il y ait corruption. Et le fait, arriver donc à prouver qu'il y a des détournements et le déverser sur la place publique va salir l'image du gouvernement, de la République. Donc il y a quelque chose qui me dérange déjà. C'est pas sûr que, même si les résultats arrivaient à donner, confirmer qu'il y a détournement, que Jacques Migan ait la possibilité de parler. Mais l'idéal serait qu'il parle, n'est-ce pas? Oui, l'idéal qu'il parle. Et là, ça va montrer vraiment que ce que dit Akpona est juste. Et que nous luttons effectivement au Bénin contre la corruption. Mais la faute de Akpona, oui, il ne peut pas parler en l'air comme ça. D'abord, c'est un homme politique. Et encore de surcroît, c'est un comptable. D'accord? Donc, il ne peut pas parler en l'air comme ça. Ou encore, à Parakou, dans la base, si vous voulez. La sphère politique. D'accord? Oui. Et à ce niveau-là, je pense que Akpona a quelque chose forcément à dire. Si on laisse la politique de côté, il a quelque chose forcément à approuver, à apporter. Non, mais est-ce qu'il a quelque chose? Parce que quand on lit le communiqué, il se confond en excuses. Il n'a pas pu brandir des preuves. Jusque-là, Henri Yamodé. Dans ce communiqué-là, il ne peut pas annoncer qu'il a des preuves. Dans ce communiqué-là, il ne peut que faire ce qu'il a fait là. Parce que, au-delà de la personne qu'il a ciblée dans cette déclaration, il a écorché également l'image d'un groupe. Et la discipline du groupe exige que, quand vous avez cette information-là, tout au moins, il faut donc en parler avec la direction de communication, ou bien tout de même faire des fiches et envoyer ça au président de la République. Dans ce pays, paix à son âme, il y avait un ministre, Soukrekou, qui de l'alphabétisation, j'oublie son nom, qui a constaté donc des irrégularités. Oui, au sein donc du ministère, mais qui a eu une conférence de presse, a dit plusieurs fois j'ai envoyé des fiches à c'est pas Boni, c'est toi de Boni Yayi. Il est décédé, il est décédé. J'oublie son nom. Professeur d'université. Donc qui a parlé publiquement. Et après, il a été sauté quand même. Il a pu donc révéler la vérité. Mais en disant qu'il a fait des fiches. Donc pour moi, Akpona a forcément quelque chose à prouver. Et puisqu'il comparait le 16 juillet prochain, on verra la suite. On verra la suite. Voilà.
D'accord. Magoudiano, transfert d'argent, légère hausse des frais de transfert. Mobile Money nous informe Décryptage Info. Je l'ai lu également sur un autre quotidien ce matin. Que se passe-t-il concrètement? Qu'est-ce que nous veut concrètement MTN et Move? Parce que le journal flèche justement ces deux réseaux. Bon, je pense que on est dans un pays où, au niveau des réseaux de communication, on semble observer, en tout cas, un silence par rapport au gouvernement qui ne tape pas du poing sur la table par rapport à un certain nombre de décisions. Même avant ça, vous savez, aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, on a un véritable problème lié à la connexion, à la couverture également, où la connexion Internet, d'abord, coûte cher et à plusieurs reprises, les populations ont dénoncé cet état de choses en disant que la connexion Internet coûte cher, de deux, la connexion Internet n'est pas de bonne qualité. Le débit est tellement faible parfois. Le débit est faible, oui. Et donc, il y a déjà un certain nombre de critiques. Mais qu'est-ce que le gouvernement a pu faire? Qu'est-ce que la SERP, d'accord, a pu faire, qui est l'autorité de régulation, a pu faire quand même pour pouvoir limiter les dégâts liés à ces problèmes-là, qui ont été toujours... des consommateurs qui dénoncent également, qui ont dénoncé également. Donc, que ce soit lié à ces problèmes qui existaient déjà, la qualité de la connexion Internet qu'on nous donne, les problèmes de couverture des réseaux, et mieux encore, le coût de l'Internet. Et donc, il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient dénoncés tout le temps, qui ont été dénoncés pendant longtemps, pendant des années. Pendant des années, oui. Mais quelle est l'option que le gouvernement a prise? Est-ce que le gouvernement a pris cela comme cri d'alarme et a essayé de régler le problème? Je ne pense pas. Aujourd'hui, que ça ne vous étonne pas que les prix augmentent au niveau des transactions financières, au niveau des mobile money. Et nous ne pouvons rien attendre. Parce qu'avant même, peut-être que... nous allons en souffrir, avant même que ces réseaux ne puissent mettre, normalement, ces coûts-là, c'est sûr, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas eu, d'accord, l'aval du gouvernement. À travers les structures qui sont mises en place pour pouvoir contrôler tous ces réseaux GSM-là. Et donc, si tant qu'ils ont décidé de pouvoir faire une augmentation comme ça, c'est sûr qu'ils sont informés. Et s'ils sont informés, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une complicité, d'accord, entre les diverses structures qui sont habilitées à réguler les réseaux, qui sont restés dans un mutisme qui ne dit pas son nom depuis des années par rapport aux problèmes liés, d'accord, au réseau de communication. Et les populations ne comptent crier, on n'a jamais rien fait. Et si aujourd'hui ils décident d'augmenter, par exemple, les retraits que vous faisiez, sous 5 000, c'est 100 francs, vous payez, c'est à 125 francs maintenant. Pour 10 000, c'est passé à 225 francs. À un moment où les temps sont extrêmement difficiles. Exactement. Et donc, il va falloir que les populations prennent leur courage. Et que ces instances prennent leurs responsabilités. Est-ce qu'ils n'ont jamais pris leurs responsabilités? C'est pourquoi moi, je ne veux rien attendre de ces structures-là ou bien de ces institutions qui sont habilitées normalement à contrôler ces réseaux GSM, à pouvoir nous aider quand même, à pouvoir prendre en compte les réclamations et les doléances des populations, de l'association des consommateurs, puisque depuis longtemps, ils n'ont pu rien faire par rapport à tous ces problèmes qu'on a toujours dénoncés. Donc ce n'est pas quand les prix vont augmenter aujourd'hui, par exemple, puisque forcément, c'est qu'ils sont mis au courant avant l'augmentation de ces prix-là. Parce qu'on n'est pas dans un pays de pagaille, tel qu'on le dit, où les réseaux GSM peuvent décider, par exemple, à tout bout de champ, à n'importe quel moment, fixer le taux qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu au niveau, il y a une complicité. Et donc s'il y a cette complicité-là, n'attendons pas que ces mêmes structures qui ont pu donner leur caution à ce qu'on puisse monter au créneau pour encore remettre en cause cela. À moins qu'il y ait un sursaut patriotique de toute la population qui décide de boycotter l'utilisation de ces réseaux-là. Oui, de boycotter l'utilisation de ces réseaux-là. Parce que ce n'est qu'avec ça
qu'on peut quand même combattre le mal. Si pas tant et que le gouvernement, qui doit nous défendre également dans ce système-là, n'arrive pas à le faire à travers les structures. Bon, écoutez, vous pouvez rester 24 heures, 48 heures sans faire mobile money, sans faire des transactions. On le faisait avant, non? On le faisait avant. Ça veut dire que si on le faisait avant, c'est qu'on peut revenir encore. Au lieu de mettre nos sous sur Momo, on le met dans nos poches, dans nos portefeuilles. Si quelqu'un en a besoin, on doit envoyer à quelqu'un. Vous devez envoyer de l'argent à votre petit frère que je connais très bien qui est à Parakou. Il n'y a pas de souci. Comment on le faisait avant? Comment on le faisait avant? On n'envoyait pas personne interposée, ou bien soit on envoyait par les transports en commun, ou on envoyait dans des enveloppes, même en cas dans des colis. Même en cas d'urgence. Bien sûr. On envoyait. Ou bien soit c'est qu'il y a quelqu'un sur place qui peut déjà le dépanner le temps qu'on envoie l'argent et qu'il récupère l'argent. De toute façon, il n'y a jamais eu de problème sans solution. D'accord. Donc et la tant grève qu'on va rester campé sur notre position et qu'on ne va pas vouloir, en tout cas, lorsqu'on sait que le gouvernement ne va pas faire grande chose pour pouvoir nous aider, et tant que la situation ne nous arrange pas, c'est à nous-mêmes de prendre nos responsabilités en tant que consommateurs. Aujourd'hui, par exemple, avec la dégradation des réseaux GSM, il y a certains, par exemple, je vous assure, si moi j'ai encore fait une connexion Internet avec MTN, je vous assure, ça fait des années. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que j'ai pris mes responsabilités, parce qu'ils ne m'offraient plus une bonne qualité. Et donc, j'ai décidé de suspendre cela. Et je me suis orienté également vers d'autres réseaux également. Et donc, c'est comme ça. Il faut que les consommateurs, à un moment donné, prennent leurs responsabilités, disent niet. Henri Yambodé. Oui, Mac, je vais vous demander de vous calmer. Ah non, on ne peut pas se calmer. On ne peut pas se calmer face à cette situation. Face à cette situation, il y a l'inaction du gouvernement qui est à souligner. Vous vous rappelez, je vous fais face à cet affront-là, vous vous rappelez que on a payé donc les frais, 1 giga à 500 francs. Et c'est au-dessus d'une conférence ou bien d'une séance que le ministre de l'économie, Wadaï, qui est là, a dit, si vous voulez désormais, et bien sûr, communiquer, insulter le gouvernement, vous devez débourser plus d'argent. Et depuis ce jour-là, il y a eu donc baisse, vraiment, il y a eu donc augmentation des frais. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que l'MTN ne peut pas décider d'augmenter les frais unilatéralement. Il y a forcément que le gouvernement a eu... Il y a également que l'ACEP a eu son mot à dire dans cette affaire. Non, mais pour quelle raison? Voilà. Pour quelle raison? C'est pourquoi je dis que... je vous demande de vous calmer, parce que l'opérateur GSM n'a aucun respect pour ses abonnés. S'il avait le respect pour ses abonnés, il aurait commencé par d'abord expliquer pourquoi on doit passer... donc et annoncer déjà les couleurs. On dit, si vous lisez l'article, c'est que c'est juste, oui, moi j'ai vu ça, mais bon, je me disais que est-ce que c'est pas bon pour juste amuser la galerie, qu'on avait un petit message, sans explication. Est-ce que quelqu'un peut se lever aujourd'hui pour dire réellement la cause, les fondements, les raisons qui sous-tendent cette augmentation? Non, mais ils en avaient déjà l'habitude. Justement, c'est parce qu'ils ne pas. C'est ça, c'est pour ça que je m'aligne sur cette disposition, ce que proposait Mac. Si on arrive à boycotter vraiment certaines choses, certaines offres de ces réseaux, on va les faire plier. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé par exemple avec le président du consommateur, quelque chose comme ça. Il y a aussi un problème à ce niveau-là, où les gens ne vivent que pour leur intérêt, qui, au-delà de tout, estime qu'il y a, bien évidemment, que ces réseaux-là sont accompagnés par les grands bonnets. Les exploitants sont accompagnés par les grands bonnets. Donc, il ne peut pas... MTN ne peut pas prendre cette décision sans qu'il n'y ait pas l'accompagnement du gouvernement, sans qu'il n'y ait pas l'accord de la CEP et BCAO également. Parce qu'on parle donc, bien évidemment, de transactions financières. Et donc, pour moi, on nous prend comme des goudjas, donc on va leur imposer ça, ils ne peuvent rien faire. Le jour qu'on va décider de boycotter vraiment pour une seule journée, même ces opérations, ces transferts, comme le propose Mac, vous pensez que les choses vont entrer en ordre? Les choses vont, oui, c'est ça. Ailleurs, vous allez voir, allez ailleurs, vous allez voir que le coût de la connexion aujourd'hui, ce n'est pas le même que nous voyons aussi aujourd'hui. Oui, parce qu'on a estimé que les mineurs, et c'est ça également. C'est ça également. On estime que les abonnés, non, on n'a aucun. C'est pas on a estimé, on n'a pas de respect pour les abonnés. Donc on fait ce qu'on veut. Et c'est ça ce que nous subissons aujourd'hui. Bon, on espère que le gouvernement
aura... De toutes les façons, que personne n'espère que je lui ferai un transfert Momo par MTN ou par Mouf. Donc, s'ils ont besoin d'argent, ils seront obligés de se déplacer pour venir me voir ou trouver une autre solution. Puisque je ne le ferai plus. Peut-être que tu as choisi. On ne fait pas de la pub. On lance la grève quand déjà? On lance cette privatisation de... Ils ont dit 4, non? Ça n'a pas dit de demain, non? Demain, donc... À partir de demain, qu'on commence par boycotter l'utilisation. Et quand ils vont voir l'impact financier que cela va générer, je pense qu'ils vont essayer de revenir. Parce qu'en réalité, on serait que... Il n'y a que nous-mêmes qui puissions défendre notre cas, notre cause. Il n'y a que les consommateurs même qui puissent défendre notre cause. Nous avons quand même ce On avait lancé l'opération... il y avait une opération contre Internet qu'on avait lancée là. Un giga Favi là, que ça revienne. Mais il y a beaucoup qui avaient suivi, il y avait les activistes, les influenceurs qui avaient relancé. Les influenceurs, ils vous disent comment ça s'est passé. Et après, ils ont arrêté quand on leur a donné... Comment ça s'est passé? Les influenceurs, ils ont été invités par ces réseaux-là. Ces influenceurs, on leur a offert des petits portables et puis c'est fini. Et de l'argent. Et puis ils se sont tués. C'est ça également. C'est ça. C'est pour ça que, de toutes les façons, dans tout ce que le gouvernement a son intérêt dedans. L'ARCEP ou bien toutes les structures, peut-être même pas, pourquoi pas, l'association des consommateurs qui doivent déjà, même à partir du fait que le message soit venu, commencer par déjà les signaux, on ne les voit pas sur ces fronts-là. Chacun d'eux, peut-être, ils ont leur intérêt dedans, c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dedans pour pouvoir mieux défendre. Justement, c'est ça. Sinon, depuis que les communiqués, les petits messages sont envoyés chez l'ARCEP, pouvait déjà réagir pour dire attention à ce que vous dites là. Non, c'est parce que l'ARCEP est impliquée, est au cœur même de cette réforme-là que l'ARCEP n'en parle pas. Allez, Henri Yambodin, merci beaucoup à vous. Marc Boudjanou.